Oui, je ne vois rien arriver sur Facebook, donc on va attendre un petit peu. Moi, j'ai un petit message que c'est en live. Ça y est. Donc, on peut dire bonjour à tous euh, nos followers. Et je vois qu'on a déjà 45 participants sur Zoom, 47, ça augmente. Bien. Eh bien, bonsoir à tous, il est 18 heures passées de quelques minutes. Bienvenue pour ce webinaire intitulé Discours sur l'état de l'Union 2020, quelles attentes pour le Parlement européen. Nous sommes en direct sur Zoom et sur Facebook Live. On attend vos questions, vos réactions en direct. N'hésitez pas à contribuer aux échanges. Ce rendez-vous vous est proposé par le Bureau du Parlement européen en France et sera co-animé par les centres d'information du réseau de l'Union européenne Europe Direct, notamment de Besançon et de Dijon, que je représente. Je suis Julien Péat, et un autre centre d'une autre région française. Et je laisse soit ma collègue de se présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Martina, animatrice du Centre d'information Europe Direct des Pau et des Pays de l'Adour, porté par l'association Piste Solidaire. Pour introduire ce webinaire, on va se diriger du côté de Paris. Je vais donner la parole à Isabelle Coustet, qui est chef du bureau du Parlement européen en France et qui va aussi présenter nos deux invités de ce soir avec lesquels vous pourrez donc échanger en ligne. Merci beaucoup, Isabelle, Julien. c'est à vous. Merci et bonsoir à tous. Alors, rapidement, je voudrais remercier évidemment Julien et Martina qui œuvrent dans les centres Europe Direct. Donc, ils l'ont dit en région Besançon, Dijon et Pau, donc deux villes complètement différentes. Et je les remercie d'avoir co-organisé avec nous cette série de webinaires. L'objet de ces webinaires, c'est de présenter les enjeux du discours sur l'état de l'Union que va prononcer la présidente de la Commission européenne devant le Parlement européen. C'est un peu la rentrée politique européenne au Parlement. Et donc, elle évoquera, c'est un discours, ce discours sur l'état de l'Union, il existe depuis 2010. Il est présenté en général à la rentrée donc, de septembre. C'est un moment extrêmement particulier pour l'Union européenne puisqu'on on sort pas, on est en pleine crise encore sanitaire de la Covid-19 et que surtout, le Conseil européen s'est mis d'accord sur un plan de relance européen et qu'il va falloir mettre en œuvre rapidement. Alors, on a demandé à deux députés européens de nous dire ce qu'ils attendent de ce discours et ce sont deux députés qui sont évidemment des acteurs du budget de l'Union européenne. Ce n'est pas pour rien qu'on vous a invité. Valérie Hayé, vous êtes députée Renew, élue en 2019 au Parlement européen et vous êtes co-rapporteur sur les ressources propres. C'est un enjeu de ce plan de relance. Comment on va rembourser cette dette commune? Alors, ce ne sera peut-être pas le sujet intégral de ce webinaire, mais vous êtes spécialiste de ces questions. Et Pierre Laroutourou, vous êtes membre des groupes des sociaux et démocrates au Parlement européen. Vous avez été élu aussi député européen en 2019, mais sur la liste, cette coalition du PS, Place Publique et Nouvelle Donne, dont vous êtes le fondateur. Et vous êtes rapporteur sur le budget annuel, cette fois-ci, de l'Union européenne pour l'année 2021. Bonsoir. Alors, je vais pas aller beaucoup plus loin et je vais laisser la parole à Julien et à Martina qui ont décliné ce webinaire en plusieurs temps et qui vont vous poser des questions, relayer les questions en Facebook Live et sur le Zoom, sur lequel il y a un petit chat dans lequel les participants peuvent effectivement aussi poser leurs questions. Je vous remercie tous d'être présents et je vous laisse la parole, Julien. Merci beaucoup Isabelle. Alors effectivement, on a choisi d'organiser ce webinaire en trois temps. Un premier qui est dédié à une sorte de retour sur la première année de mandat des députés et du Parlement européen. Ensuite, évidemment, on fera un large focus sur l'Union européenne et les institutions, le Parlement en particulier, au cœur de la crise que nous traversons. Et enfin, on terminera par évidemment un échange important autour de la question des prochaines semaines, des prochains mois. Isabelle l'a évoqué, on est dans la phase de négociation sur le prochain cadre financier pluriannuel, mais l'actualité de cette semaine a montré que
le sujet du Brexit est extrêmement brûlant. Donc, je cède la parole à Martina pour cette première partie. Et je rappelle évidemment, mais ça a été fait, n'hésitez pas, encore une fois, à réagir en direct sur les réseaux sociaux et sur Zoom. Martina, c'est à toi. Oui, merci. Alors, effectivement, Madame Ayé, Monsieur Larouturou, beaucoup des citoyens ont effectivement les sentiments que le Parlement européen est un bloc unique et pourtant, il y a effectivement des groupes politiques qui coexistent, précisément sept groupes politiques et qui présentent même au sein de leur groupe effectivement des nuances et des différences. Vous pourriez nous dire en quelques mots qu'est-ce qui vous différencie des autres groupes. Voilà, déjà un peu pour poser qui vous êtes un peu plus précisément. Peut-être la parole à Madame Ayé, si on respecte. Allez-y, Madame. Bonsoir et merci pour votre invitation. Alors, il faut rappeler aussi qu'on est aujourd'hui au Parlement européen dans une configuration unique avec de nouvelles méthodes de travail aussi au sein même du Parlement européen. Il a été largement renouvelé l'année dernière à la faveur des élections. De fortes alliances, des alliances nouvelles se sont créées. Et en ce qui concerne mon groupe politique Renew est véritablement devenu le groupe charnière sans qui aucune majorité n'est possible. Et la réalité aussi concrète au Parlement européen, c'est que les alliances sont fortes et qu'on a pu, ces dernières semaines, on l'a vu, travailler sur des résolutions qui dégagent des majorités sans précédent. Alors, qu'est-ce qui nous distingue peut-être entre Pierre Larouturou et moi? Qu'est-ce qui nous distingue? Peut-être que je pourrais parler des priorités du programme que nous avons porté à Renaissance, qui vise à transformer l'Union européenne en profondeur, renforcer la souveraineté européenne à travers une politique climatique ambitieuse, évidemment portée par le Green Deal. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a en commun aussi. Donc, la politique industrielle, avec la proposition du Buy Open Act, défendu fortement par notre délégation et notre groupe, le renforcement des capacités européennes en matière de défense, des avancées sur les questions sociales, etc. Et donc, à la fois, on a notre marque de fabrique, mais sur beaucoup de sujets, quand même, il faut le dire, on se rejoint. Et j'ai envie de dire, sur les questions budgétaires qui sont très présentes aujourd'hui, on a une unité du Parlement européen, des positions qui dépassent les clivages partisans, et je pense que c'est extrêmement important de le rappeler. Il faut aussi rappeler que le Parlement européen n'est pas l'Assemblée nationale. Au Parlement européen, il y a un véritable travail de consensus, de compromis entre les différents groupes politiques, et l'objectif, c'est le résultat. Ce n'est pas de faire de la politique politicienne, l'idée c'est vraiment de trouver des convergences avec les autres groupes politiques, et c'est même le fait d'avoir des convergences, des compromis qui est un gage de succès pour avoir une majorité extrêmement forte, et c'est autour de ça que s'articule aussi, de cet état d'esprit-là, que s'articule le travail au sein du Parlement européen. Merci. Et alors, Monsieur Larouturou, à vous aussi la parole. Qu'est-ce que vous en pensez des six convergences et voilà, comment vous présentez votre groupe politique? Je ne sais pas si on n'a pas perdu la connexion avec Monsieur Larouturou. Effectivement, il a disparu dans le paramétrage des panélistes. On va le retrouver dans quelques instants. Madame Ayé, vous avez voté en novembre dernier votre confiance en Ursula von der Leyen. Est-ce que c'est aussi pour vous et pour votre groupe une question justement d'efficacité, de placer cette confiance dans la présidente de la Commission, qui, rappelons-le, n'est pas issue de votre groupe politique, puisqu'elle est issue de la CDU et donc du Parti populaire européen, qui est un autre groupe politique du Parlement? Alors, Ursula von der Leyen a connu, et je pense qu'on lui reconnaîtra tous, une première année de mandat évidemment particulièrement mouvementée, et elle a dû faire ses preuves très rapidement. Son élection, elle était fondée sur un programme avec un plan d'action concret pour les 100 premiers jours de sa mandature. Et très clairement, la délégation Renaissance, ma délégation, n'a pas donné de blanc-seing à Ursula von der Leyen. On doit être très clair là-dessus. Nous l'avons soutenue car on a exigé qu'elle intègre un certain nombre de nos priorités, notamment le pacte vert, par exemple, qui était l'une de nos priorités importantes. L'urgence climatique, sur ce sujet, l'urgence climatique exigeait
que l'Europe soit ambitieuse et se fixe des objectifs climatiques contraignants. Et véritablement, on peut dire aujourd'hui que c'est un succès, même si ce n'est pas la fin de l'histoire et il faut encore avancer. Sur la transition numérique, par exemple, aussi, il est important d'avancer, d'aider chacun à saisir les possibilités offertes par l'évolution technologique. Donc ça, ce sont des éléments programmatiques que la présidente Ursula von der Leyen, à l'époque où elle était candidate, avait intégrés à son programme. Elle a aussi soutenu une commission géopolitique. C'est un message extrêmement fort à l'heure où l'Europe a beaucoup à jouer sur la scène, un rôle important à jouer sur la scène internationale. On a parlé du Brexit tout à l'heure, du contexte de concurrence accrue. Et jusqu'à présent, on peut dire que la Commission quand même a délivré. Les premières des initiatives des 100 premiers jours ont été tenues. L'objectif, c'est maintenant de lancer pleinement les travaux législatifs. Et puis, il y a eu cette crise de coronavirus qui a bouleversé les agendas. Mais je voudrais quand même préciser que pour un certain nombre d'entre nous, cette crise du coronavirus, elle n'a fait qu'accélérer l'agenda partagé en matière de souveraineté, en matière budgétaire notamment, en matière sanitaire évidemment. Mais on va revenir là-dessus en deuxième donc partie. Je vois que Pierre Laroturo est revenu. Alors peut-être quand même un point, si vous me permettez, de déception que j'évoquais souvent en fin d'année dernière, mais la crise du coronavirus est arrivée. On avait demandé à la présidente von der Leyen, sur les questions budgétaires, de mettre à jour la proposition de budget pour les années 2021-2027, pour tenir compte de son programme ambitieux, puisque le budget sur lequel on négociait avant la crise, on y viendra après, était celui proposé sous la précédente commission. Donc ça, elle ne l'a pas fait, elle n'a pas fait une proposition révisée de budget, c'est l'un des points des déceptions en ce qui me concerne. On va revenir, Martina, sur la première question pour Pierre Laroturo qui est revenu. Oui, Monsieur Laroturo, donc effectivement, on vous demandait de présenter rapidement en quelques mots votre groupe politique, peut-être en précisant effectivement s'il y a quelque chose qui les différencie du groupe de Madame Aïe. Voilà, je vous laisse la parole. D'abord, merci beaucoup encore pour ce débat. Désolé Valérie, j'ai raté 1 minute de ton intervention. C'était un problème d'alimentation, ce n'était pas une volonté politique. Voilà. Donc, premièrement, je suis comme Valérie un nouveau député. C'est 60% des députés européens qui sont députés européens pour la première fois. Et un des trucs qui m'a frappé, c'est le climat de coopération. Quand on est au Parlement français, on les voit qui se tapent dessus pour être polis en permanence, qui sont dans le conflit, parfois on a honte, on a l'impression que c'est des élèves de petites sections qui se déchirent pour 3 fois rien. Au Parlement européen, le climat est radicalement différent. Déjà, le Parlement n'a pas beaucoup de pouvoir, sauf peut-être une fois tous les 7 ans, quand on négocie le budget, ça va être un autre sujet. Et le Parlement n'a aucun pouvoir s'il est désuni. Voilà, on est très loin de la 5e République française où il y a un chef qui a un maximum de pouvoir et un groupe au Parlement qui… Voilà. C'est-à-dire que là, si le Parlement est désuni, donc Valérie a dit que le groupe Renew était charnière, c'est vrai. Je pourrais dire aussi que notre groupe est aussi charnière, et même encore un peu plus, excuse-moi Valérie, si on s'en tient à l'arithmétique, le groupe social-démocrate est le 2e groupe. On a, je crois, après le Brexit, 147 députés de mémoire. Donc ce qui est vrai, c'est que rien n'est possible. Si le groupe dont Valérie est une des responsables, si le groupe Renew vote contre, ça ne peut pas marcher. Si le groupe social-démocrate vote contre, ça ne peut pas marcher. Si le groupe PPE vote contre, ça ne peut pas marcher. Et nous avons aussi bien Renew que nous la volonté d'associer les Verts qui sont techniques, qui mathématiquement ne sont pas indispensables. Il suffit que les 3 premiers groupes votent pour avoir une majorité, mais aussi bien chez Renew que chez nous, la question du climat, de la biodiversité est importante. Et donc, en permanence, on remet nos amis députés verts à la table de négociation. Quelles sont les différences? Il faut chercher des différences. Et moi, la social-démocratie, c'est la priorité à la justice sociale. On est sur un continent où il y a des dizaines de millions de gens qui sont pauvres, qui n'ont pas de quoi vivre, alors que notre continent n'a jamais été aussi riche. On est dans une crise sociale gravissime. Moi, mon engagement avant d'être élu, c'était d'abord sur les questions sociales. J'étais consultant en stratégie. Pendant 11 ans, j'étais chez Accenture, un grand cabinet de conseil en stratégie. Mais le week-end, j'allais faire du colportage de livres dans des quartiers très pauvres avec ATD Quart Monde. Donc moi, un des trucs qui m'a engagé dans le débat
politique, même si je n'étais pas élu, c'est lutter contre la pauvreté. Quand je vois un SDF dans la rue, quand je vois un enfant dont l'intelligence n'a pas été éveillée, ça m'empêche de dormir, ça me fout hors de moi. Quand je vais à Bamako et que je vois le niveau de pauvreté à Bamako vraiment, réellement, ça m'empêche de dormir. Donc, on a sans doute plein de choses en commun avec Valérie, mais dans les priorités, si vous nous demandez quelles sont, non, mais s'il y a des différences un peu dans l'histoire de nos groupes politiques, c'est que les socialistes et les sociodémocrates, et Nouvelle Donne, si on s'est créé Nouvelle Donne, c'est qu'on était déçus par François Hollande. J'étais au PS avec Stéphane Hessel et d'autres, avec Michel Rocard, et on trouvait que le PS avait complètement oublié sa capacité. Voilà. Et maintenant, je suis dans le groupe social-démocrate et j'en suis très heureux. Et au bout de 6 mois, on m'a demandé d'être rapporteur général du budget, ce qui est la preuve. On a confié des responsabilités importantes à Valérie. Valérie est une des responsables des nouvelles ressources propres. Au bout de 6 mois, on m'a demandé d'être rapporteur général du budget. Ça veut dire aussi qu'au Parlement, on fait confiance à des nouveaux venus et qu'on a dans notre équipe et dans le Parlement des gens qui nous aident. C'est nous qui débattons politiquement, mais on a des experts qui nous aident. Alors, sur les priorités, c'est d'abord éviter une catastrophe sociale. Quand en France, Emmanuel Macron dit qu'il a peur qu'il y ait 800 000 chômeurs de plus, et dans tous les pays qu'il y a une flambée du chômage. Je vous rappelle que déjà avant la crise de 2008, l'INSERM disait que le chômage fait 15 000 morts chaque année. Ce n'est pas un problème théorique. Avant la crise de 2008, l'INSERM a suivi la population française et disait chaque année, le chômage, on a isolé tous les autres facteurs de risque, l'obésité, et en tant que tel, le chômage fait 15 000 morts. Et si on a une flambée du chômage, c'est des millions de gens qui vont avoir une vie très, très compliquée. J'ai une amie qui est au RSA et qui m'explique qu'à chaque fois que quelqu'un sonne, elle se demande si c'est l'huissier qui va la foutre dehors. Donc, je pense que si on est là tous, c'est qu'on a plutôt un bon niveau de revenu. La plupart d'entre nous, je ne sais pas qui c'est qui regarde, mais voilà, on ne peut pas oublier qu'il y a des gens qui sont dans une détresse terrible. Cette amie au RSA, ça me frappe. Je me souviens la fois où je lui dis, si tu veux, on va prendre un café. Elle n'osait pas me demander, mais qui c'est qui va payer le café? Pour Valérie et moi, on s'en fiche. C'est régulièrement, encore la semaine dernière, on a pris un café. Je ne sais plus si c'est moi qui t'ai invité ou toi qui m'as invité. On s'en fiche. Voilà, 2 euros ou 1 euro, on s'en fiche. Mais il y a des gens pour qui chaque euro est important. Donc, un de nos sujets, une de nos priorités, c'est Ursula von der Leyen, quand elle a été élue il y a 1 an, elle a rappelé qu'elle avait été ministre du Travail en Allemagne en 2009 et qu'elle avait mis en place un système pour éviter un maximum de licenciements qu'on appelle le Kurzarbeit. En Allemagne, il y a 1 500 000 salariés et j'étais très heureux. C'est un combat depuis longtemps, la question du temps de travail que j'ai partagé avec Michel Rocard. En France, c'est un sujet un peu tabou. Et von der Leyen a rappelé spontanément qu'elle a été ministre du Travail et que pour éviter une catastrophe sociale en 2009, comme ministre du Travail, elle avait dit la règle générale, c'est au lieu de couper dans les effectifs, on baisse le temps de travail, on garde tout le monde et l'État, Madame Merkel et les partenaires sociaux, on va maintenir 95% du revenu. Les gens baisseront leur salaire comme leur temps de travail. Et il y a eu 1 500 000 salariés allemands qui ont profité du Kurzarbeit en 2009. Et von der Leyen, il y a 1 an, a dit j'aimerais que l'Europe, on va vers une nouvelle crise économique. On ne pensait pas que ce serait un virus, on ne pensait pas que ce serait aussi violent, aussi brutal, mais tout le monde savait qu'on allait vers une nouvelle crise économique, tous les gens qui avaient un peu réfléchi. Et Mme von der Leyen disait je voudrais que l'Europe aide à financer. L'Allemagne a pu financer tout seul le Kurzarbeit parce qu'elle avait des réserves pour différentes raisons, mais s'il y a une crise économique, aucun pays tout seul ne pourra mettre en place un système aussi généreux, garder 95% du revenu et longtemps. Donc elle disait que l'Europe devrait aider à financer. Aujourd'hui, ça n'est pas fait. Je vais dîner tout à l'heure avec Nicolas Schmit, le commissaire aux affaires sociales, et avec une autre commissaire. Aujourd'hui, l'Europe a fait plein de choses depuis que la crise a éclaté, par exemple le programme SURE, qui aide les États à financer les systèmes d'emploi. Mais nous, comme groupe social-démocrate, et moi, comme rapporteur du budget, je souhaite, et je pense qu'il y a sans doute un accord avec Valérie et son groupe, qu'on aille plus loin. Par exemple, le gouvernement français, dans le plan de relance, proposé. Pardon, donc est-ce que l'Europe peut aider? Deuxième priorité, j'ai encore 1 minute ou je suis déjà trop long? Non, mais je peux. Vous avez un petit peu sur la deuxième partie. Je voulais juste, pour que ce soit équitable, vous poser la même question pendant que vous aviez disparu. J'avais demandé à votre collègue, en fait, j'avais précisé qu'une des choses qui vous différencie, elle et vous, c'est qu'elle a voté la confiance à Ursula von der Leyen et pas vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi et après 1 an de mandat, qu'est-ce que vous attendez de la présidente de la Commission? Hélas, j'ai voté non en juillet et puis j'ai voté oui en septembre. Et les questions que je me posais en juillet dernier sont toujours sur la table. J'allais y venir. C'est sur la question du financement du climat. Je trouve que donc, pendant très longtemps, je me suis occupé essentiellement des questions sociales. Et puis depuis 7 ans, je défends l'idée avec Jean Jouzel. Vous connaissez peut-être Jean Jouzel, qui est un des plus grands climatologues. C'est lui qui a fait les découvertes fondamentales il y a 35 ans sur le lien entre le CO2 et le dérèglement climatique.
Les climatologues disent qu'ils sont à un niveau de stress jamais vu. Je voudrais juste rester 30 secondes sur le diagnostic. C'est important parce qu'y compris au sein du Parlement, certains disent que la question du Green Deal, la question du climat, on peut peut-être attendre un peu qu'avec la crise économique, le CO2, après, certains pensent que le CO2 a diminué. Ça, c'est l'évolution. Pour arriver à faire des consensus, moi j'aime bien montrer les données brutes. C'est pas moi qui pense. Voilà, voilà. Ça, c'est l'évolution du CO2 dans l'atmosphère. Vous savez que les Américains, les scientifiques américains et l'armée américaine, en 1958, ont mis en place un observatoire à 3000 mètres d'altitude pour mesurer chaque jour, chaque semaine, chaque mois les émissions de CO2. Dans les années 60, ça a augmenté de 0,8 unités chaque année, puis 1,3, voilà. Puis depuis 10 ans, ça a augmenté de 2,4 unités. Et là, on vient d'avoir les chiffres. En un an, le CO2 dans l'atmosphère a augmenté de 2,6 unités. C'est du jamais vu. Ça veut dire que malgré la crise économique, qui fait que dans tous nos pays, effectivement, pendant 3 mois, nos émissions à Paris, à Bruxelles, à Londres, on a fait moins de CO2. Mais la déforestation au Brésil a continué pour nourrir les cochons et les vaches qu'on mange dans nos hamburgers. On a continué à faire de la déforestation. Et puis, il y a hélas une autonomie, ce qui est très inquiétant, du dérèglement climatique. Le dérèglement climatique provoque des feux de forêt. Et donc, même si nous, on arrête nos voitures et nos usines, mais les émissions de CO2 augmentent. Donc, les climatologues vous disent vraiment qu'il y a une urgence absolue. Malgré la crise économique, le CO2 dans l'atmosphère n'a jamais augmenté aussi vite. Et pour le moment, le financement du Green Deal, je ne sais pas comment on dit poliment, puisqu'il y a des jeunes filles dans la salle, mais c'est ridicule. Si on se parle franchement, c'est pour ça qu'il y a vraiment une très bonne qualité de dialogue. Tout à l'heure encore, j'avais quelqu'un de la Commission. La Commission européenne, le 14 janvier, a dit, si on veut réussir le Green Deal, si on veut vraiment isoler toutes les maisons, faire des transports en commun, changer l'agriculture, il faut 600 milliards chaque année. La Commission européenne dit le 14 janvier, public et privé, il faut trouver 600 milliards chaque année. Ce qui est aujourd'hui clairement fléché sur le Green Deal, c'est le fonds de transition juste. Il y a 17 milliards sur 7 ans. 17 milliards sur 7 ans, c'est moins de 3 milliards par an. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas… Alors, évidemment, on demande aux États membres de mettre dans le plan d'urgence du climat, mais on sait que les indicateurs sont largement pipeaux. Donc, aujourd'hui, la raison pour laquelle, en juillet, j'avais applaudi Mme von der Leyen, mais j'avais dit, il y a trop de flou, on vous demande d'arriver en septembre avec un projet plus clair. Pour différentes raisons, j'avais voté en septembre la confiance, mais aujourd'hui, hélas, et encore demain, ce soir, je dîne avec 2 commissaires et demain, je reparle à quelqu'un de l'équipe de Mme von der Leyen. Il y a vraiment un climat de coopération, mais aujourd'hui, c'est dramatique. Un ami climatologue me dit que si l'Europe en reste là, c'est catastrophique. C'est pire que Donald Trump. Donald Trump, il dit « j'en ai rien à faire du climat, donc j'en ai rien à faire ». Au moins, c'est cohérent. Tandis que l'Europe, depuis un an, a créé un espoir en disant « le climat, c'est notre priorité ». Et au bout d'un an de réflexion, si on n'a pas les financements, ça donne l'impression que ce n'est pas possible, c'est absolument désespérant. Donc, dans les semaines qui viennent, on va se battre avec Valérie et d'autres pour qu'il y ait des ressources propres. On sait très bien qu'aucun pays ne peut mettre 1 million de plus dans le budget européen, mais si on veut avoir un vrai Green Deal, si on veut protéger l'emploi, si on veut investir dans la recherche, si on veut relancer l'idée d'une défense européenne, tous ces sujets sont fondamentaux. On va revenir, si vous voulez bien, sur les négociations, l'état des négociations et voilà, les priorités des uns et des autres, peut-être vos lignes rouges en quelque sorte. On va peut-être juste finir sur cette première partie, sur le retour sur la première année de mandat, Martina, avec la question. Revenir sur les contextes actuels. Donc, effectivement, l'Europe qui a été frappée par la crise, par l'épidémie du coronavirus qui a engendré une crise qui a défini sans précédent à plusieurs niveaux. Quel est votre sentiment sur la façon dont les institutions ont effectivement répondu à cette période difficile, les institutions en général et peut-être avec un focus un peu plus spécifique sur les parlements. Et donc, comment effectivement éviter que les États ne prennent pas trop de mesures à la carte et qu'on puisse assurer donc une coordination commune de la gestion de la crise qui est quand même encore d'actualité. Madame Heidi? Alors, si je comprends bien, on est vraiment dans l'avant plan de relance. D'accord. Alors, il y a eu cette phase de sidération qui nous a tous frappés, collectivement, chacune des institutions et puis individuellement, avec le confinement dans une majorité des États membres. Donc, passé cette phase de sidération, qu'on a tous déploré, mais qui a été telle qu'on l'a connue, chacune des institutions a commencé à bouger. Donc, la Commission a commencé à jouer un rôle, c'est aussi son rôle, pour assurer la coordination des mesures prises par les États membres.
Là encore, la Commission ne l'a pas fait spontanément. Le président de la République, Emmanuel Macron, a insisté pour organiser cette première réunion des ministres de la Santé. Donc voilà, il y a eu ces balbutiements, cette difficulté à s'organiser, à coordonner. Ça, c'était les premières semaines, les premiers jours, les premières semaines. Et puis cet tâtonnement, on les a tous connus dans toutes les institutions. Au Parlement européen, le Parlement européen, je dirais qu'il a réagi de deux façons. D'abord, la réorganisation de nos méthodes de travail. C'était inimaginable de faire une réunion en visio comme on échange aujourd'hui parce que ça n'était pas dans les pratiques. C'était inimaginable de voter à distance parce que ça ne se faisait pas, parce que la présence physique était importante. Et on comprend évidemment pour quelles raisons la présence physique était importante. Mais la réalité, c'est qu'on a dû s'adapter et que le Parlement européen n'a pas arrêté de travailler. Je ne sais pas en ce qui me concerne, Pierre, mais moi, je pense même que j'ai travaillé encore plus qu'auparavant parce que le Parlement européen a été très actif. Il y a eu plusieurs résolutions qui ont été négociées, adoptées par le Parlement européen. Chacun des groupes politiques aussi a travaillé sur des thématiques pour répondre à la crise, des propositions pour le plan de relance. Donc en fait, l'activité du Parlement européen a changé en termes de méthode de travail, mais le Parlement européen a bien joué son rôle. Et dès le 17 avril 2020, dès le tout début de la crise, le 17 avril, le Parlement européen a exprimé dans une résolution qui a rassemblé 4 groupes politiques, PPE, SND, Renew et Verts. Donc le Parlement européen a exprimé sa volonté à la Commission européenne que la Commission européenne propose rapidement un plan de relance assorti d'un fonds de relance de l'économie européenne. Donc ça a été l'une des marques, l'une des demandes fortes du Parlement européen et qui explique que le Parlement européen, effectivement, ou qui illustre le fait que le Parlement européen s'est positionné très vite en étant force de proposition. Évidemment, la Commission a joué son rôle et il y a tout un arsenal de mesures qui ont été proposées pour répondre à la crise avec le mécanisme SURE dont a parlé Pierre tout à l'heure pour accompagner le chômage partiel. La Banque européenne d'investissement a mis en place un fonds de garantie de 25 milliards pour accompagner les PME. Le mécanisme européen de stabilité a été mis en œuvre, etc. etc. Donc, il y a eu, après la sidération, des réponses, même si, il faut le reconnaître, la crise a fait émerger des lacunes. Je le disais tout à l'heure, la crise a révélé ou a conforté certains... elle n'a fait qu'accélérer l'agenda politique qui était le mien en tant que députée européenne, en tout cas, pas forcément partagé par tout l'hémicycle, mais voilà, cette crise, elle a révélé des lacunes, elle a confirmé ce que nous portions très fortement pendant la campagne l'année dernière, et ces lacunes, notamment, c'est le besoin, vous l'évoquiez, d'une meilleure coordination dans le domaine de la santé, avec l'approvisionnement en matériel médical, le besoin de solidarité, évidemment, et puis encore aujourd'hui, se pose la question de la coordination. On y reviendra sans doute plus tard sur les mesures qui sont mises en place entre les différents États membres, la classification des régions, etc., etc. Et ça prouve encore que, ne serait-ce que sur le volet sanitaire, on manque encore de coordination, y compris 6 mois après le début de la crise. La même question pour Pierre. Exactement la même réponse. Donc je fais gagner du temps au débat et je ne fais qu'approuver ce qu'a dit Valérie. Et donc, ça me donne plus de temps pour la prochaine question. Est-ce que peut-être juste une réaction pour le dialogue avec ceux et celles qui sont là. On a des réactions, voilà, des réactions en direct. On a une personne visiblement eurosceptique, enfin en tout cas elle ne s'en cache pas. Elle indique vous ne servez à rien, tout se fait dans votre dos. Elle fait référence au référendum de 2005, avec une erreur d'ailleurs, en disant que les députés français n'ont rien à faire au Parlement européen. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre à cette personne sur votre utilité de député, de représentant des citoyens et sur la réalité de l'action de l'Union européenne? Écoutez, je ne sais pas si… Du coup, Valérie, vas-y Valérie. Quand on est parlementaire, il y a forcément une part de frustration. Je vais être tout à fait franche avec vous, évidemment. Parce qu'il y a des choses qu'on porte, mais on n'obtient pas tout, ça c'est évident. Mais quant à la question de notre utilité, mais bien sûr qu'on est utile. Moi, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si je considérais que je n'étais pas utile. La réalité, c'est que sur le plan de relance, par exemple, le Parlement européen a été moteur. Il a été la première institution à demander à avancer très concrètement, à proposer un plan de relance avec un fonds de relance. Et donc ça, c'est une réalité concrète. Et le Parlement européen a poussé et a été l'un des acteurs qui a permis
cet accord inédit de juillet entre les 27 chefs d'État et de gouvernement. Parce que la réalité, c'est qu'il y a un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement qui ne voulaient pas de ce plan de relance. Et moi, je reste convaincue que, je le dis très régulièrement sur d'autres sujets, je reste convaincue que le Parlement européen est et doit être l'empêcheur de tourner en rond du Conseil. La logique institutionnelle à Bruxelles, c'est qu'il y a 3 acteurs. Le Conseil, donc les chefs d'État et de gouvernement, la Commission, qui est l'administration, qui est chargée de proposer, et le Parlement européen. Et sur beaucoup de sujets, le Parlement européen doit pousser le Conseil parce que le Conseil est souvent sur certains sujets et souvent sur les sujets les plus difficiles, bloqué par l'unanimité. Nous, on a cette capacité à travailler ensemble pour faire porter des dossiers. Et là encore, je le dis, au Parlement européen, on est dans cette culture du résultat. On ne fait pas de la politique politicienne, on travaille ensemble avec cette logique de compromis et d'efficacité. Et ça, c'est vraiment l'élément essentiel qui, je pense, nous distingue beaucoup aussi des parlements nationaux. J'en resterai là, mais je pourrais évidemment développer sans problème. Avant de passer à la deuxième partie, Monsieur Larotourouz, même question. Oui, pardon. Donc, j'ai du temps de parole parce que je n'avais rien dit pour la fois d'avant. D'abord, je ne sais pas, monsieur ou madame, je vous trouve un peu sévère. Dire que Valérie et moi, on ne sert à rien, ça fait juste 1 an qu'on est là. On travaille quand même comme des malades, honnêtement. Valérie l'a dit. Moi, pendant le confinement, j'ai passé 3 semaines ici alors que ma petite famille est à Paris parce qu'il y avait quand même des rencontres physiques. Il y a des moments où rien ne remplace. Donc, avant de dire qu'on ne sert à rien, il faut nous laisser un tout petit peu de temps. En 2005, je ne sais pas si Valérie et moi, on a voté la même chose, mais moi, j'étais un de ceux qui disaient que cette Europe n'était pas assez démocratique. Je passais mon temps à citer le discours de Joschka Fischer qui disait qu'il fallait élaguer les compétences et mettre en place un régime parlementaire. Je me souviens d'un débat entre José Bové et Jacques Delors, le dernier débat à la télévision chez Christine Ockrent avant le référendum, et José Bové qui votait non et Jacques Delors qui votait oui. Et José Bové avait montré une courbe, je ne vous dirai pas qui lui avait donné, on voyait le dumping fiscal européen. Et je passe mon temps à montrer cette courbe, Valérie, tu me l'as déjà vu 4 fois dans l'hémicycle, en expliquant, quand j'étais petit, l'impôt sur les bénéfices était à 45%. Quand j'étais petit, l'impôt était à 45%, on est tombé à 20%. Alors qu'aux États-Unis, depuis Roosevelt, mon mouvement s'appelle Nouvelle Donne, en référence au New Deal, aux États-Unis, l'impôt de Roosevelt à Trump était à 38%. Et donc, José Bové disait, je vote non à l'Europe qui accélère la concurrence fiscale intra-européenne. Et Jacques Delors avait dit, José Bové a raison, c'est le prochain combat à mener. Ceux qui votent oui, les Européens qui votent oui et les Européens qui votent non, il faut un impôt européen sur les bénéfices. Eh bien, Valérie et moi, en commission des budgets, la semaine dernière, on a dit que le Parlement voulait ce qu'on appelle la CCTB dans l'histoire de la bulle, mais qu'on ne pouvait pas continuer la concurrence fiscale, que pour les grandes entreprises, il fallait un impôt européen. Je me bats, j'ai dit, j'avais la voix qui tremblait l'autre jour devant Mme von der Leyen et devant le ministre allemand, le 23 juillet, dans l'hémicycle. J'ai rappelé que j'étais rapporteur du budget, mais qu'en conscience, je ne pourrais pas voter le prochain budget si on n'avait pas 50 milliards de plus pour protéger l'emploi et pour le climat grâce à la taxe sur les transactions financières. J'ai rappelé que depuis 2011, il y a un projet qui est sur la table et qui dit qu'une petite taxe de 0,1% pourrait rapporter chaque année 50 milliards. J'ai expliqué une autre fois, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous verrez les interventions de Valérie ou les miennes, j'ai expliqué devant Mme von der Leyen, quand j'ai acheté ce téléphone, j'ai payé une TVA à 20%, même les plus modestes, quand ils achètent, j'ai ma boîte de raviolis, j'explique que même les gens les plus pauvres, ceux qui vivent avec 500 €, doivent payer une TVA à 5,5%. Dans tous les pays d'Europe, même les plus pauvres payent 5% pour participer à l'effort collectif. Pourquoi sur les marchés financiers, c'est 0,0. Et donc, j'ai dit qu'en conscience, je ne pourrais pas voter le prochain budget si on n'a pas négocié d'ici Noël, ce n'est pas dans 15 ans, un accord sur la taxe sur les transactions financières. Et Valérie a beaucoup aidé à la manœuvre. Il y a des moments où on n'est pas toujours d'accord, mais Valérie est une de celles qui a fait que le Parlement, la Commission des budgets, à l'unanimité, sauf le Front National, a voté le 1er septembre un calendrier pour dire on veut la taxe sur les transactions financières, on veut des ressources plus importantes pour le bien commun sans demander un centime à monsieur et madame tout le monde. On la veut pour le 1er janvier 2024, on veut la négocier. Voilà. Donc dire qu'on ne sert à rien, on y passe nos journées. Hier soir, j'ai fini à 00h30, j'ai encore eu l'ambassadeur de France hier au téléphone. Voilà, tout à l'heure, j'étais avec un commissaire, j'envoie 2 heures. Tout le monde bosse comme des fous. On essaie de se parler malgré les difficultés. On ne parle pas tous très bien l'anglais, on est dans des cultures différentes. Donc, on verra. Laissez-nous encore quelques mois. Et on est dans un moment crucial parce qu'il y a une fois tous les 7 ans où le Parlement a plus de pouvoir quand il négocie le budget pluriannuel. Merci beaucoup. C'est une parfaite transition pour notre deuxième partie, voilà, sur l'action de l'UE. Et justement, on va revenir aussi sur ce jeu interinstitutionnel. On a Théophile en ligne qui justement nous attire notre attention sur
sur l'importance justement du rôle des chefs d'État et de gouvernement au niveau du Conseil. Martine, on va peut-être revenir avancer sur la deuxième question de la partie 2, parce que le temps passe. Donc, effectivement, sur les sommets européens qui effectivement a eu lieu en juillet, on a vu effectivement un sommet voilà, qui a été défini des historiques pour effectivement les solutions qu'il a apportées, mais on a vu bien, en fait, c'est un sommet dans lequel les oppositions entre les États membres ont montré effectivement des approches différentes entre les promoteurs de l'intérêt général et européen d'un côté et, disons, les défenseurs de la communication d'intérêts plutôt nationaux. Pour bien évidemment rappeler, ou pour être quand même un peu plus clair et précise, voilà, la différence entre les pays dits frugaux et ces pays qui étaient au contraire promoteurs en fait d'une dette commune. Donc, est-ce que ces deux visions sont conciliables selon vous? Je commence. On a bien vu à l'issue du Conseil que oui, ces deux visions sont conciliables après d'âpres négociations, mais la réalité, c'est que le plan de relance est une avancée historique. C'est l'expression de la solidarité européenne. Alors bien sûr, nous, Parlement européen, nous avions appelé à un plan de relance plus ambitieux encore. Bien sûr, l'initiative franco-allemande appelait à un plan de relance plus ambitieux encore. Mais quand on va dans une négociation, on sait bien, sauf cas d'école, on sait bien qu'on ne peut pas retirer ou on ne peut pas sortir d'une négociation en obtenant gain de cause surtout. Moi, ce que je crois vraiment, c'est que ce plan de relance, c'est une étape historique, c'est l'expression de la solidarité européenne, je l'ai dit, et ça doit être très clair. Très clairement, avec cet accord inédit, l'intérêt général européen a réussi, tant bien que mal, à supplanter quelques tentatives de conjugaison de simples intérêts nationaux. Maintenant, il est vraiment temps de dépasser cette logique du calcul pour donner suffisamment de marge de manœuvre à l'Union. Et c'est tout l'enjeu des nouvelles ressources propres. Parce que je distingue bien le plan de relance, sur lequel le Parlement européen n'a pas son mot à dire, du cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire le budget. Le plan de relance, c'est le budget pour les temps extraordinaires, le budget pour le temps de crise, sur lequel les chefs d'État et de gouvernement se sont mis d'accord en juillet, non sans mal, avec des logiques nationales parfois, c'est vrai, mais in fine, il y a eu un accord au service des Européens. Et le budget pour les temps ordinaires, c'est-à-dire ce fameux cadre financier pluriannuel pour les années 2021-2027. Et ça, en fait, tous les 7 ans, à chaque fois, dans les négociations budgétaires, c'est classique. Chaque État membre, donc les 27, hier les 28, mais chaque État membre, les 27, arrive à la table des négociations avec cette logique du juste retour. C'est-à-dire qu'il regarde combien il met au pot commun et combien il en reçoit. Et même les chefs d'État et de gouvernement les plus pro-européens, c'est une tentation qui est presque naturelle, en fait, parce qu'à un moment, on regarde ce qu'on peut gagner, ce qu'on peut ramener, etc. Pierre en a parlé tout à l'heure. La question des ressources propres est fondamentale et est une priorité clé pour le Parlement européen. C'est-à-dire que demain, avec de nouvelles ressources propres, les ressources propres, c'est les recettes qui appartiendront demain en propre à l'Union européenne. Pourquoi c'est important d'avancer sur ce sujet, sur cette question-là? Maintenant, on a un argument supplémentaire, c'est que cet emprunt en commun, dans le cadre du plan de relance, il va falloir le rembourser. Et nous, on est très clair, avec Pierre, on est sur la même longueur d'onde. Cet emprunt devra être remboursé, pas par les citoyens européens, il ne devra pas non plus être remboursé par des coupes dans le budget pluriannuel, il devra être remboursé par de nouvelles contributions, la taxe sur les géants du numérique, ce qu'on appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, la taxe sur les transactions financières, dont Pierre a parlé. Donc très clairement, ce sont les géants du numérique, les entreprises polluantes, les entreprises chinoises qui polluent, les entreprises qui pratiquent l'optimisation fiscale, qui doivent assumer leur part dans cette relance et qui doivent contribuer à rembourser cet emprunt. Et puis les ressources propres, demain. Donc là-dessus, il y a eu un accord de principe entre les chefs d'État et de gouvernement sur le principe de l'introduction de nouvelles ressources propres. Mais nous, Parlement européen, on veut que cet accord politique soit traduit dans un engagement juridiquement contraignant pour s'assurer que demain, on n'ait pas des États qui ne sont pas des grands amis historiquement des ressources propres, qui ne cherchent pas à se dérober pour avancer en la matière. Autre raison pour laquelle il faut absolument qu'on avance sur la question des ressources propres, et là j'en arrête parce que je suis déjà trop longue, c'est que demain, avec de nouvelles ressources propres,
on pourra sortir de cette logique qu'on appelle la logique du juste retour. C'est-à-dire que l'Union européenne bénéficiera de ses propres ressources et on ne sera plus dans ces calculs, dans ces comptes d'apothicaire où chaque État membre sera tenté de regarder combien il met au pot commun et combien il reçoit. Et ça nous permettra aussi de valoriser les politiques publiques européennes et d'avoir un lien en la matière. Donc, c'est pour moi la question des ressources propres. Alors, je suis membre de l'équipe de négociation et je suis co-rapporteur sur les ressources propres. Alors, on va dire que je prêche pour ma paroisse, mais très clairement, c'est la mère de toutes les batailles, puisque avec les ressources propres, on pourra rembourser l'emprunt, on pourra alimenter les programmes Erasmus, la jeunesse, Horizon, la santé évidemment, et puis on pourra véritablement engager et soutenir des grands projets, des grandes politiques publiques européennes. Avant de donner la parole à M. Larrouturou, juste pour préciser pour nos auditeurs, rappelons que le budget européen, c'est une goutte d'eau, c'est environ 1% de la richesse européenne, donc c'est évidemment très 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 peu. Si on prend une comparaison, la capacité d'action de l'Union européenne, son budget annuel, c'est l'équivalent du budget du gouvernement irlandais. Vous imaginez les moyens du gouvernement irlandais à l'échelle de l'Union, de près de plus de 450 millions de personnes, c'est évidemment très limité. Donc, les ressources propres, évidemment, permettraient d'avoir des moyens supplémentaires. Donc, même question, s'il vous plaît, Monsieur Larrouturou, non pas rapidement, mais voilà, de façon synthétique. Si je partage 100%, de ce qu'a dit Valérie, je vais juste le compléter. Mais, donc, effectivement, le budget européen aujourd'hui est très, très faible. Et Jean Monnet disait l'Europe ne progresse que dans les crises. Donc, une grande question, c'est est-ce qu'après cette crise, en espérant qu'on va vaincre le virus, voilà, est-ce qu'on va revenir comme avant? Parce que le 21 juillet, il y a eu 2 conférences de presse à quelques minutes d'intervalle. Madame Merkel et Monsieur Macron ont dit que c'est un accord historique et ils avaient raison. J'ai félicité Emmanuel Macron, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais je lui ai encore envoyé un message dimanche. Et oui, quand Merkel et Macron proposent 500 milliards de dettes communes, c'est un électrochoc, c'est un effet catalyseur. Ils n'ont pas tout gagné, mais 2 mois plus tard, il y a un consensus pour 390 milliards. Et c'est effectivement historique. Mais un quart d'heure après, il y avait la conférence de Mark Rutte, le Premier ministre des Pays-Bas, qui disait « Je suis très content de cet accord. C'est un accord ponctuel et rien ne change sur le fond des politiques européennes. » Voilà. Donc c'est un vrai sujet. Est-ce qu'après 2 années ou 3 années où il y a un peu plus d'argent, est-ce qu'on revient comme avant et que l'Europe ne change pas? Aux États-Unis, donc je répète, mon mouvement s'appelle Nouvelle Donne parce qu'on s'inspire de ce qu'a fait Roosevelt avec le New Deal. Roosevelt, il était dans une période de crise terrible, il arrive en 1933, il veut créer des millions d'emplois. Mais il dit, je veux un budget équilibré. Je veux un budget équilibré. Et donc, il va tripler le budget en 10 ans, avant même, je ne parle pas de Pearl Harbor et de l'entrée en guerre, mais rien que pour répondre à la crise sociale, Roosevelt va tripler le budget fédéral et il met en place des ressources propres. Et s'il n'y avait pas eu Pearl Harbor, il arrivait à l'équilibre. Au début, il accepte de la dette pour avoir une capacité d'action très vite, mais son but n'est pas de faire de la dette, son but est d'avoir un budget équilibré. Il crée un impôt sur les millionnaires, il fait un impôt fédéral sur les bénéfices. Les millionnaires gueulent en disant que c'est un communiste qui va tuer l'Amérique, mais Roosevelt tient bon. Et de Roosevelt jusqu'à Trump, personne n'avait cassé. Roosevelt, Trump l'a fait tomber à 24, mais voilà. Donc c'est un enjeu. Est-ce que dans 3 ans, on revient à la normale, voilà, avec un énorme risque de récession? Si en 2024, si dans chaque pays on revient avec les règles comptables classiques et qu'au niveau européen on a un tout petit budget, ça veut dire qu'il y a un énorme risque de retour en récession. Je le répète, depuis 30 ans au Japon, à chaque fois qu'on arrête les plans de relance, le Japon retombe en récession. Donc c'est une des raisons pour lesquelles, avec Valérie et d'autres, on veut absolument un gros paquet. Pas simplement la taxe plastique, c'est très bien la taxe plastique, mais c'est 6 milliards par an et ça devrait diminuer. On veut qu'il y ait un bon paquet de ressources nouvelles qui arrivent et qui soient prêtes pour 2024 pour rembourser la dette, comme l'a dit Valérie. La ratification du plan d'urgence serait plus facile. Regardez même en France, un ancien ministre de François Hollande, Montebourg, qui dit c'est un mauvais accord parce que la France va gagner 40 milliards, mais va rembourser 67. Donc Arnaud Montebourg dit « oulala, en fait, on va y perdre 27 milliards ». C'est vraiment une approche comptable un peu étriquée. Mais si tous les Montebourg de la Terre devraient stopper cet argument, si on pouvait dire l'ensemble de la dette commune sera remboursé par des ressources propres, ce qui suppose d'avoir une vraie ressource propre et pas juste une petite taxe plastique. Donc si on veut faciliter la ratification par tous les États membres, une ratification rapide du plan d'urgence, si on veut ne pas retomber en récession en 2024 et si on veut de l'argent pour la recherche, pour le Green Deal, je suis désolé, mais si on veut, la question du climat est fondamentale et s'il n'y a plus d'argent dans 2 ou 3 ans, vous n'allez pas créer une dynamique sur les transports en commun s'il n'y a plus d'argent dans 3 ans.
On sait que pour faire des transports en commun, il faut se mettre d'accord avec les villes d'à côté, il faut 1 an, 2 ans pour se mettre d'accord, puis lancer le bon de commande pour savoir quelles sont les locomotives qu'on achète. Si tout le monde sait qu'il n'y a plus d'argent dans 3 ans, le Green Deal, il est mort. Donc, pour toutes ces raisons, le Parlement va se battre de façon pacifique, on est prêt à travailler jour et nuit, mais on veut un bon paquet de ressources propres et qui sont topées cette année. Il y a 7 ans, les députés qui étaient là se sont fait avoir. Il y a 7 ans, pendant 1 mois, ils ont fait le bras de fer. Les chefs d'État ont promis qu'on allait avancer sur les ressources propres. Et en fait, il y a juste eu un rapport très intelligent, le rapport de Mario Monti, qui faisait la liste de façon très intelligente de toutes les ressources propres possibles. Maintenant, on ne veut pas le 28e rapport de Mario Monti ou faire revenir Giscard pour animer la 28e convention sur les ressources propres. On veut avoir des décisions. Et on le redit, tant mieux si on arrive à un accord le 15 ou le 16 octobre. Et sinon, le Parlement, on négocie le cadre pour les 7 prochaines années. Donc, le Parlement est prêt à négocier jour et nuit, mais on ne veut pas se coucher pour un plat de lentilles. Alors justement, donc, ce que vous dites fait écho aussi à des réactions qu'on a en ligne. Alors Pierre nous interroge sur l'éventualité d'un impôt sur le revenu européen. Alors de mémoire, ça ne faisait pas partie des pistes de Mario Monti et c'est certainement pas à l'ordre du jour. Et puis on a Véronique et Théophile qui ont deux remarques en fait qui se rejoignent, c'est-à-dire quels sont les leviers. Alors bon, on va essayer d'avancer, mais les leviers que vous pouvez activer justement, et Théophile parle des Pays-Bas et de ce que certains qualifient comme des sortes de paradis fiscaux au niveau européen, l'impôt sur les entreprises, et de cette guerre en fait menée entre les États et la difficulté d'avancer sur les questions de fiscalité. Est-ce que vraiment, malgré toute votre bonne volonté, vous arriverez à faire plier le Conseil là-dessus pour avoir ces ressources propres qui effectivement font défaut? Très très rapidement tous les deux, et ensuite on avance sur le discours sur l'état de l'Union. Alors, de manière très rapide, typiquement, Mark Rutte a signé cet accord au Conseil. Et dans cet accord au Conseil, il y a l'engagement d'avancer sur la taxe carbone aux frontières. Bon, les frugaux, ce qu'on appelle les frugaux, sont plutôt favorables, même s'ils ne sont pas des grands amis des ressources propres. S'ils doivent choisir, ils choisiront plutôt les ressources propres dites vertes. Donc, la contribution plastique qui est actée politiquement et juridiquement, ça on le sait. La taxe carbone aux frontières, le mécanisme d'échange d'émissions de quotas de gaz à effet de serre, ça, ce sont des ressources propres qui seraient plus acceptables, entre guillemets, quand on discute avec eux, y compris avec mes collègues députés. Dans mon groupe politique, j'ai 2 délégations, c'est-à-dire 2 délégations néerlandaises, c'est-à-dire deux partis politiques issus des Pays-Bas. Et l'un est plutôt sur la ligne classique des frugaux, et puis l'autre délégation est plutôt sur la ligne française, en fait, pour des ressources propres, pour cet emprunt en commun, etc. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y a des divisions au sein du Parlement européen sur cette question-là, mais le Parlement européen est uni. Et tout simplement, quelle réponse on peut faire à Mark Rutte si véritablement il ne veut pas, je le redis, l'engagement politique, il est là pour avancer sur les ressources propres, mais nous, ce qu'on veut, c'est que cet engagement juridique soit traduit, c'est que cet engagement politique soit traduit juridiquement pour s'assurer que demain, Mark Rutte, par exemple, ne nous dise pas finalement, je ne veux pas avancer sur tel ou tel sujet. Ce que je dis à mes collègues au sein de mon groupe politique qui sont contre les ressources propres, je leur dis, mais Mark Rutte, il a signé cet accord au Conseil. Et dans cet accord au Conseil, la taxe sur les transactions financières, elle est citée. Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, il est cité. L'ETS est cité, etc., etc. Donc, il y a eu un engagement politique. Il faut qu'on en assure la concrétisation. Même si, Est-ce que chez les sociaux-démocrates, c'est la même chose? Vous sentez une sorte de fracture nationale, ou est-ce que… Enfin, on voit qu'il y a des ressources propres qui ne font pas du tout consensus. Moi, je le regrette, mais par exemple, la taxe kérosène, on a des collègues qui confondent le fait de taxer le kérosène au même niveau. Qui croient qu'on va interdire l'avion. Nous, ce qu'on leur dit, c'est juste que quand vous faites le plein, quand tu prends ta voiture, tu fais le plein d'essence, eh bien, tu payes des taxes. Pourquoi est-ce que sur le kérosène des avions ou des gros navires, il n'y a pas de taxes? Mais donc, nos amis écolos ont déposé un amendement l'autre jour en commission des budgets, et je crois qu'il n'y a eu que 3 voix pour la taxe kérosène. Par contre, la taxe sur transactions financières, ou un impôt européen sur les sociétés des grandes entreprises, ou la taxe digitale, ou la taxe plastique, à part le Front National, tout le monde a voté pour. Voilà. Et y compris chez les frugaux, ou chez le ministre danois des Affaires étrangères a redit en juillet qu'il s'est toujours prononcé pour la taxe sur les transactions financières. En Allemagne, c'est le ministre CSU, ce n'est pas Die Linke, c'est le ministre de la droite bavaroise Gerd Müller qui a sorti une étude au mois de mars 2020
du Kiel Institute for Wirtschaftspolitik, qui explique qu'une vraie taxe sur les transactions financières peut rapporter 60 milliards chaque année, parce qu'il y a un débat, y compris au sein du gouvernement allemand. Angela Merkel a redit que c'était une priorité. L'autre jour, Angela Merkel a reçu Greta Thunberg il y a 2 semaines. Elle a reçu Greta Thunberg, Adélaïde, Louisa, Hanouna, et elle a redit que son engagement pour le climat, c'est Merkel, quand elle était jeune ministre, la COP numéro 1, on l'oublie, mais la COP numéro 1, elle était à Berlin et c'était Angela Merkel qui l'a accueillie. En 2014, Merkel est allée à Londres pour dire aux Anglais « shut up, on veut faire la taxe sur les transactions financières parce que les Anglais avaient mis leur veto ». Et Adélaïde a montré ce petit graphique à Angela Merkel, c'est 82% des Allemands, 82% qui sont favorables à la taxe sur les transactions financières. Donc Angela Merkel a redit devant elle et elle a mis dans le programme de la présidence qu'elle voulait un accord cette année sur la taxe sur les transactions financières. Le sujet, c'est est-ce que c'est une petite taxe qui ne taxe pas du tout la spéculation, qui ne taxe pas les produits dérivés et qui va rapporter seulement 4 milliards. Et les pays s'engueulent. L'autre jour, le conseiller Pedro Sanchez me disait qu'il n'était pas très fier parce que même l'Espagne bloquait parce qu'elle voulait une plus grosse miette de ce tout petit gâteau de 4 milliards. Et l'Autriche dit, si c'est la petite taxe, ça ne nous intéresse pas, on s'en va. Donc, est-ce que c'est la petite taxe qui ne rapporte que 4 milliards ou est-ce que, vu le besoin de financement dont a parlé Valérie, pour rembourser la dette, pour un programme de recherche, pour le Green Deal, est-ce qu'on met en place une vraie taxe proposée par Barroso? Donc, ce n'est pas l'extrême gauche avec le couteau entre les dents, c'est la commission Barroso en 2011 qui avait dit on peut créer cette taxe. Donc ça va être y compris au sein du gouvernement allemand. Olaf Scholz, on ne sait pas trop, encore demain ou après-demain, il y a un commissaire européen qui va avoir ce dialogue avec Olaf Scholz. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a besoin de la pression des citoyens. C'est pour ça que le Parlement va tenir bon. Mais j'ai eu la semaine dernière une réunion avec tous ceux qui travaillent, toutes les ONG climat en France, qui savent très bien que s'il n'y a pas d'argent, le Green Deal va être du greenwashing. Et donc, ce serait très bien, le Parlement va faire son job, on est payé pour ça. Mais s'il y avait un maximum de citoyens qui nous aident à faire une pression amicale, mais assez ferme sur les chefs d'État, ça peut nous aider. Les chefs d'État sont assez sensibles à ce que disent les citoyens. Je donnerai en conclusion le lien sur lequel les citoyens peuvent effectivement donner leur avis en amont du discours sur l'état de l'Union. Le temps passe, peut-être de façon assez, voilà, encore une fois très synthétique, pour pas dire schématique, mais le discours sur l'état de l'Union sera prononcé le 16 septembre. Voilà, s'il y avait 3 éléments, si vous aviez cette possibilité peut-être voilà, d'aller glisser une feuille dans le discours d'Ursula von der Leyen, quels sont les 3 sujets vraiment qui vous tiennent à cœur, et puis aussi, c'est pas une parenthèse, mais c'est un sujet important, mais on voit bien que la situation devient quand même extrêmement tendue. Est-ce que vous pariez pour un deal de dernière minute ou un no deal avec le Royaume-Uni? Voilà, tous les deux rapidement, il est 58, on se laisse encore 4-5 minutes. Je commence, Pierre. Alors, c'est toujours difficile de se projeter. En tout cas, dans les messages politiques, moi, que j'attendrais du discours de la présidente, c'est évidemment un message politique d'utilité de l'Union européenne et de défense de nos valeurs. Il faut absolument faire comprendre, faire passer le message que l'Europe doit défendre ses valeurs face à des risques croissants de repli nationaliste, de désinformation et de recul des droits fondamentaux. Et ça, c'est un point essentiel. La question du respect de l'état de droit est un sujet auquel le Parlement est évidemment très, très attaché. Je pense que si je dois retenir 2 ou 3 thématiques, évidemment, le message politique, le message de l'Europe géopolitique, la réponse économique et sociale à la crise, puisque l'année qui s'annonce sera forcément difficile économiquement et socialement, et l'Europe devra protéger les plus vulnérables. Et puis la transition écologique avec la relance verte, et évidemment la souveraineté technologique et industrielle qui doivent être au cœur des ambitions et des projets européens. Moi, je dirais, Madame von der Leyen, soyez Roosevelt, soyez Kennedy, soyez Schuman et Jean Monnet. Kennedy, quand il fait son grand discours que Madame von der Leyen a cité, We choose to go to the moon, nous avons décidé d'aller sur la Lune, il y met les moyens. Le budget de la NASA est multiplié par 15. Les comptables s'arrachent les cheveux, mais Kennedy veut gagner la bataille de la Lune et le budget est multiplié par 15. Roosevelt, il veut créer des millions d'emplois, le budget fédéral est multiplié par 3. Et personne ne pense que Kennedy ou Roosevelt étaient fous. Schuman et Adenauer, en 2 semaines seulement, en 2 semaines, entre le jour où Jean Monnet donne son texte à Schuman et le jour où Adenauer dit oui, en 2 semaines, c'était des génies, ça fait des décennies qu'on se tapait dessus, qu'il y avait des millions de morts, des millions de familles qui avaient la haine, et en 2 semaines, Schuman et
Adenauer décide pour que la guerre ne soit plus possible, on va mettre ensemble le charbon et l'acier. Voilà. Il y en a qui sont furieux des deux côtés. En Allemagne, les actionnaires disent Adenauer ne nous a pas prévenus. En France, les gaullistes insultent quasiment Jean Monnet et Schuman. Mais ils ont lancé l'Europe en 2 semaines, ils ont pris une décision historique. Est-ce qu'on est capable, l'Europe est née il y a 70 ans, il y a 70 ans avec le charbon et l'acier. Est-ce qu'elle peut renaître avec un pacte climat et emploi financé par des ressources propres? Et encore une fois, il n'y a aucun problème technique. Sur la TTF, ça fait 11 ans qu'on en parle, tous les problèmes techniques sont réglés. Sur la taxe plastique, il n'y a aucun problème technique. Donc, je ne dis pas que tout est facile, youp la boum, en 15 jours, mais si on veut un accord, si on n'est pas capable d'avoir un budget, ce n'est pas pour le budget, c'est de l'argent qui va pas, c'est pas de l'argent qu'on va brûler à Bruxelles ou uniquement pour payer les fonctionnaires ou les députés. C'est de l'argent qui ira dans mon village des Pyrénées, qui ira chez Valérie, qui ira à Francfort ou en Pologne pour isoler les maisons, faire des transports en commun, donner du boulot à ceux qui vont perdre leur boulot dans les mines de charbon. Donc ça se joue maintenant. Ce qu'on négocie, c'est pour les 7 prochaines années. Voilà. Donc ce n'est pas pour rigoler. Un enfant de 5 ans fait la différence entre ce qui est pour de rire et pour de vrai. Et là, c'est vraiment, ce copain climatologue me disait, c'est vraiment l'avenir de l'humanité qui se joue. Si on ne fait rien sur le climat pendant 7 ans, c'est foutu. Dans 7 ans, c'est foutu. Et l'Europe a dit qu'elle allait faire le maximum. Si on ne fait pas le maximum pour éviter une flambée du chômage, si on ne fait pas le maximum sur le climat, on ne sert à rien. Donc moi, je le redis, en conscience, je ne pourrais pas voter un budget si on n'a pas 50 milliards de plus chaque année. Sur le Brexit, vous n'avez pas répondu. Deal ou no deal? Rapidement. Moi, je fais pas de pari. Évidemment, on attend tous un deal et le meilleur deal possible pour les Européens. Est-ce qu'il vaut mieux un mauvais deal? Alors, je repose la question peut-être à la façon de Theresa May. Est-ce qu'il vaut mieux un mauvais deal que pas de deal du tout? Moi, je fais toute confiance à Michel Barnier, le négociateur. D'accord. Encore une fois, je suis d'accord avec Valérie. Je pense, Valérie, tu as toute ta place dans le groupe social-démocrate. Je suis d'accord avec toi. Vous n'êtes pas normands pourtant tous les deux, mais vous avez fait des réponses de normands. Martina? Je suis béarnais, je salue les amis de Pau, je suis béarnais, je salue amicalement les amis palois. Merci. Et il y a peut-être un petit commentaire effectivement qui vient de Cyril qui nous dit qu'effectivement financer les objectifs climatiques est sûrement primordial, mais est-ce que les parlements pourraient-ils mettre sur la table aussi des objectifs sociaux comme par exemple sortir des emplois, du chômage des masses, diminuer la grande pauvreté, lutter contre l'analphabétisme? Alors, on a 1 heure. En 2005, avec Jacques Delors, avec José Bové, des gens très différents, avec Bronislaw Geremek, un grand Polonais, on avait proposé un traité de l'Europe sociale. Et Romano Prodi nous avait reçus. On avait rédigé le traité en disant il y a 5 critères financiers. On sait que les critères, c'est le 3% de déficit, 60% de dette. Voilà. On avait proposé 5 critères sociaux sur la pauvreté, sur le chômage, sur l'éducation. Voilà. Et on demandait que Giscard, et Romano Prodi nous avait soutenus, avait demandé à Giscard de mettre des critères sociaux aussi importants que les critères financiers et qu'on se donne les moyens de converger vers ce qu'il y a de mieux en Europe. Giscard n'a pas voulu, mais aujourd'hui, quand on parle du semestre européen, c'est un peu technique, mais il y a aussi, on est en train de voir, y compris avec le commissaire Nicolas Schmit, qui est un homme qui a vraiment beaucoup de convictions en matière sociale, comment est-ce qu'on peut améliorer. Vous savez que chaque pays, il y a un dialogue entre l'Europe et chaque pays sur le respect des règles financières, mais est-ce qu'on peut dire que les questions sociales et les questions écologiques sont aussi importantes et que l'Europe donne des moyens financiers? Je le répète, si on ne veut pas avoir 800 000 chômeurs de plus en France dans l'année qui vient, c'est très bien si on peut, dans tous les pays, aider à mettre en place ce système de Kurzarbeit, travailler moins pour licencier moins en maintenant 95% du revenu. C'était possible en Allemagne en 2009 parce que l'Allemagne avait des provisions, mais aucun pays tout seul ne pourra le financer de façon durable. Et c'est là aussi que l'Europe pourrait montrer sa valeur ajoutée. Est-ce qu'il Merci. y a d'avoir beaucoup. accès à ce traité? C'est juste une petite question qui est rajoutée. Peut-être vous pouvez dire s'il y a possibilité d'avoir accès à ce traité de l'Europe sociale dont vous parlez. Je vais le remettre sur mon site de député d'ici une semaine. Bien, alors Valérie Aya a dû nous quitter, elle nous avait prévenu de son empêchement des obligations liées à son mandat pour 19 h. Donc il est 19h05, c'est la fin de ce webinaire. Merci beaucoup à tous, à nos invités, 2 députés européens qui ont pris de leur temps. Bon travail dans les prochaines semaines. On a bien compris que vous étiez tous les deux en première ligne et que votre rôle est important tant au sein de vos groupes politiques qu'au sein du Parlement. Merci Martina pour la co-animation. Merci Lisa qui est dans l'ombre mais pour la technique et Isabelle Coustet pour leur soutien donc, au niveau du bureau du Parlement. Merci aux collègues du réseau Europe Direct qui ont très largement partagé
ce webinaire ait fait la communication en amont. Quelques informations avant de nous quitter. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le site du discours sur l'état de l'Union. Donc, c'est SOTEU comme State of the Union, en anglais, mais vous avez une version française. Vous pouvez contribuer. Après le Brexit, tout sera en français. Hein. Après le Brexit, on ne parlera que français, je vous rassure. Pardon. Peut-être. Pas totalement sûr. Vous dire aussi que la veille du discours sur l'état de l'Union, donc ce sera le 15, aura lieu un événement en ligne au Parlement européen à Bruxelles avec plusieurs personnalités pour 2 heures de débat en direct, avec un débat intitulé Ensemble pour une Europe meilleure. Et là aussi, vous pourrez contribuer et réagir directement. Et enfin, le moment tant attendu, c'est le discours d'Ursula von der Leyen le 16 septembre au matin. Donc, vous pourrez le suivre évidemment en direct sur la page du Parlement et sur les réseaux. Et le bureau du Parlement en France vous propose un temps de commentaires en direct et les interviews des 6 chefs de délégation françaises des groupes politiques sur la chaîne Twitch de Jean Massier Acropolis. Vous retrouvez l'ensemble de ces éléments sur le site du Parlement et sur les réseaux sociaux. On vous donne tous les liens aussi sur nos différentes pages. On vous dit à bientôt pour parler d'Europe et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous. Au revoir Martina. Merci Julien, au revoir. Salut chat. Au revoir. Merci. Au revoir Martina et merci à nos 2 députés européens d'avoir participé. Vous avez, je crois, fait œuvre pédagogique en même temps technique. Donc, tous ces webinaires peuvent être retrouvés sur notre chaîne YouTube. Je pense que ça serait utile aussi de les réécouter. Merci et bon travail. Merci. Bonne soirée. Au revoir Isabelle. Au revoir.